La flamme champ-rousse ne l'a jamais vraiment perdue, mais lorsqu'elle est ravivée par les champions qui ont bâti sa légende, la station iséroise fait rayonner l'esprit olympique aussi ardemment qu'en 1968. Et si ce jour-là, les sourires et le soleil bénissent la célébration du cinquantenaire, les acteurs n'oublient pas que l'épopée s'est forgée dans la difficulté. Parce qu'être champion olympique, c'est pas facile, parce que les conditions étaient difficiles, parce qu'il y avait une concurrence terrible, parce que ça ne va pas de soi d'être impliqué dans 3 épreuves, plus les qualifications pour les slaloms, ce qui n'était pas facile à l'époque. Donc l'ensemble fait quand même que c'était 2 semaines très tendues. Et Grenoble, Champs-Rousse, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, il y a que les grands beaux souvenirs qui restent, quoi. Des souvenirs dont les couleurs sont toujours aussi vives. Champs-Rousse porte l'empreinte de la réussite, de la détermination, de l'état d'esprit de ces champions qui ont su porter leurs valeurs et leur popularité par-delà les générations, même si tout ce temps leur paraît encore si court. Et c'est pas loin parce que Grenoble fait partie de mon cœur. Donc ce sera toujours un moment inoubliable. Et merci et bravo à Champs-Rousse d'avoir organisé tout ça. Je crois que c'est une sacrée manifestation. Avec du sacré beau monde, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert, ancien bobeur, des artistes, des personnalités locales, et puis tous ces anciens médaillés qui ont porté haut leur drapeau au JO, invités à se mesurer sur un slalom parallèle de prestige, mais sans chrono. C'est l'esprit olympique, c'est s'amuser, le plaisir, le sport. Et bien sûr, l'amitié avant tout. C'est international, les Jeux Olympiques, c'est une grande famille, donc c'est pour ça qu'on se retrouve. Sur Champs-Rousse, 50 ans auparavant, c'est magnifique. Et en plus, on est 2 médaillés de bronze. Elle était médaillée de bronze ici et moi, j'ai pris le relais quelques années après. Sur cette arrivée en géant. Comme un juste retour des choses, Champs-Rousse et Grenoble reconnaissant Paris sur l'avenir en comptant sur l'innovation tout en promettant de garder intacte la mémoire des Jeux de la modernité. À peu près 95% des visiteurs qui circulent sur le parc, qui rentrent sur le parc, empruntent cet ouvrage-là. On a aussi une circulation de transit qui s'effectue tous les matins pour shunter le nœud autoroutier des îles. L'image, c'est la route du Gué du Morlaix submergée par les eaux dans le parc de Miribel-Jonage. Quant aux plages, elles ont complètement disparu. C'est une crue qui a atteint les 3000 m3 secondes sur ce secteur, sachant que le débit du Rhône, en moyenne, il est à peu près de 600 m3 par seconde. Le parc est vraiment dimensionné pour jouer un rôle par rapport à l'inondation sur les agglomérations en dessous. Si on a une crue plus importante, une fois que le parc il est rempli d'eau, une fois que l'île elle est remplie d'eau, on ne pourra pas en accueillir davantage. Cette crue décennale a déjà fait des dégâts, notamment sur les pistes cyclables. On a dénombré notamment 2 grosses pistes principales qui permettent de passer de la partie nord à la partie sud du parc, qui sont elles emportées. C'est des pistes assez importantes qui ont été emportées par le courant. Le parc a été fermé à la circulation, la plus grande prudence est donc recommandée. On a beau fermer des barrières, on en a toujours qui essayent de forcer le passage. On a eu le cas d'ailleurs ce matin, on a 3 personnes qui sont passées. Donc ces 3 personnes se sont retrouvées à la sortie d'autoroute sous l'eau, leur voiture enrayée et les pompiers ont dû intervenir. La fresque à son image domine face à l'entrée des Halles de Lyon auquel il a donné son nom. Dans ce temple de la gastronomie, l'ombre de Monsieur Paul est dans toutes les allées. C'est quelqu'un qui reconnaissait les valeurs professionnelles dans tous les métiers. Il passait en général le dimanche dans la halle. C'était un monsieur qui bien souvent commençait ses phrases et puis il nous laissait deviner la suite, toujours avec son petit sourire. Il fallait deviner, il était merveilleux. Mon grand-père, vous savez, j'avais René Richard, maire. Mon grand-père, Paul Bocuse, c'était des grandes gueules. On les entendait venir dans les halles. Moi, j'étais toute petite. Quand j'entendais les grandes voix, je me cachais parce que c'était des personnages, parce qu'à eux 3, on les entendait de loin. Hommage appuyé également du côté des chefs lyonnais auxquels il a tant apporté. Pour nous, c'était le maître. Ça veut dire le maître, c'est le maître d'apprentissage. Les années 55-58, avec Jaloux et Jackie Marguin. Alors c'est affectif, c'est le deuxième père, il va nous manquer, parce qu'il n'y a eu qu'un Paul Bocuse, il n'y aura pas d'autre. Bocuse, c'était aussi des recettes mythiques. La première, c'est la soupe aux truffes végé, c'est celle qui restera la plus emblématique, c'est celle qui l'a plus marqué avec sa Légion d'honneur, donc il y a un lien fort avec l'État, avec la nation, donc celle-ci, elle est très très forte. Mais moi, la recette qui me plaisait aussi, c'était le rouget en écailles de pommes de terre.
qui est un plat que j'adore et qui est un plat qu'il a mis au point et qui marque le restaurant. Signe de l'importance du moment, c'est le Premier ministre Édouard Philippe en personne qui a inauguré ce vendredi le nouveau site de production de Poma. Une inauguration qui a des allures de très bonnes nouvelles pour le tourisme en station. J'ai voulu suivre les évolutions, saison après saison, de ce secteur parfois un peu livré à lui-même, lever les freins, les complexités ou les manques qui l'empêchent de se développer de manière harmonieuse, de donner sa pleine mesure. Tout ça pour atteindre 2 objectifs simples d'ici 2020, l'accueil de 100 millions de touristes et une dépense touristique de 50 milliards d'euros dans notre pays. Pour le leader mondial du transport par câble, ce nouveau site de plus de 7 hectares confirme les ambitions du groupe qui se veut porte-étendard du savoir-faire français. Notre histoire, c'est 80 ans, ça a commencé dans la région Rhône-Alpes et c'était forcé qu'on continue dans la région à développer notre outil. On a investi 40 millions sur les 8 dernières années, dont 20 millions sur site et c'était la suite logique. On a la chance d'être sur des marchés qui se diversifient. On est présent dans la mobilité urbaine, on est présent dans le tourisme, bien sûr dans les stations avec des appareils de plus en plus puissants. De ces ateliers sortent poulies et autres éléments d'appareils débrayables du groupe. Cette nouvelle unité de production aura coûté une vingtaine de millions d'euros. Le prix à payer pour garantir l'excellence. On est capable avec cet outil de maîtriser l'ensemble de la chaîne de fabrication de nos pièces. Depuis la fabrication soudée jusqu'au montage, au pré-montage avant expédition sur site, en passant par l'opération d'usinage qui est derrière moi. Ce qui permet en fait vraiment de maîtriser l'ensemble de la chaîne de fabrication, de maîtriser la qualité, de maîtriser le temps de mise à disposition des pièces pour nos clients. Avec un chiffre d'affaires de 343 millions d'euros pour l'exercice 2016, Poma se porte bien et l'avenir s'annonce sous les meilleurs auspices. Les thermes de Vichy devront encore attendre. La candidature de la ville thermale pour devenir patrimoine mondial de l'UNESCO est repoussée d'1 an. La ville est associée depuis 2016 à une candidature commune avec 10 autres villes européennes comme Baden-Baden en Allemagne ou Bath en Angleterre. Une candidature des principales villes thermales d'Europe pour faire reconnaître la culture thermale. L'envoi du dossier composé de plus de 850 pages est repoussé d'1 an avant la venue des experts de l'UNESCO en Auvergne fin 2019. En cas de réponse positive, les prévisions misent sur une hausse de fréquentation touristique de près de 10%. En attendant, la mobilisation à Vichy, elle ne faiblit pas. Cette semaine, 6 établissements scolaires de la ville d'Eau ont formé le logo de la candidature filmé vue du ciel par un drone. Le thermalisme inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est peut-être pour bientôt. La réponse est attendue pour juillet 2020. Si le public ne retient généralement que les belles images de paysages et d'attelages, toute une partie de la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc se joue en réalité dans les coulisses de la course. À quelques minutes avant le départ du jour, c'est tout un petit monde qui s'affaire pour peaufiner les réglages et bichonner les chiens, véritables stars de la discipline. On hydrate beaucoup parce que sur la piste on n'a pas forcément le temps de s'arrêter et de leur donner à boire. Donc on le fait vraiment sur des cas d'extrême urgence où on voit qu'il y a un chien qui est déshydraté. Mais sinon on hydrate beaucoup avant, on donne à manger, pas mal de viande pour que ça soit bien assimilé rapidement, au contraire des croquettes. Donc voilà, tout un régime on va dire pour qu'ils tiennent sur toute la longueur. On a toujours des snacks dans le traîneau. Pareil, moi je snack 1-2 fois dans l'étape, ça leur redonne un petit coup de boost. C'est comme des barres énergétiques mais pour chiens quoi. Tout est donc fait pour que les coureurs partent dans les meilleures conditions. Orthopédiste pour chiens, conseiller en nutrition, imagerie médicale, on ne rigole pas avec la santé de ces athlètes qui aiment visiblement toutes ces petites attentions. C'est pas du tout des chiens lambda, c'est vraiment des sportifs de haut niveau qui se comportent comme tels, c'est-à-dire qu'avant la course ils vont vraiment avoir envie d'y aller et donc parfois ils peuvent masquer un petit peu les symptômes parce qu'ils sont tellement excités que voilà, ils ont envie et puis forcément ils ont des besoins énergétiques qui sont bien plus importants qu'un chien normal. Sur les grandes courses au Canada, on peut aller jusqu'à plus de 12 000 kilocalories par jour à ingérer, donc forcément ça nécessite des adaptations alimentaires.
Des adaptations qui peuvent faire la différence au classement général. À la veille de la dernière étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, les mûcheurs comme les attelages commencent à fatiguer. Un état dans lequel une blessure est vite arrivée. Alors ici, conscient de cet enjeu, tout le monde se donne à fond pour permettre à ces athlètes de terminer leur aventure dans les meilleures conditions. Métamorphose de la salle de basket d'Andrézieux-Boutéon pour laisser place aux Bleus de l'Engie Open. Là, on est en train d'assister à la mise en œuvre, la dernière couche finale du revêtement multicouche qui a été appliqué depuis 3 ans maintenant à l'Engie Open d'Andrézieux. Du bleu, appliqué sous forme liquide. Cette surface à base de résine acrylique est installée dans la plupart des grands tournois mondiaux, comme le Masters de Londres, tous les tournois ATP qui se font en indoor, éventuellement Bercy. Le principe est le suivant, il y a d'abord la pose d'un plancher bois en aglo-bouffeté, et par-dessus, après, il y a l'application de 2 couches de résine. Et pour installer cette résine, pas le droit à l'erreur. Là, effectivement, quand une couche est commencée à appliquer, il faut qu'elle soit terminée complètement. On ne peut pas s'arrêter en milieu de cours. C'est la 3e année que l'Engie Open fait appel à cette société ligérienne spécialisée dans la construction de terrains de tennis permanents ou éphémères, comme ici. L'intérêt de ce plancher, c'est qu'il est démontable, puisque le Palais des Sports, bien évidemment, n'est pas que donné pour le tournoi de tennis, bien évidemment. Donc là, ce principe nous permet d'avoir une pose très très rapide, mais également l'avantage que ce plancher est reconditionnable, puisque c'est la 3e année que nous appliquons sur ce plancher. En 3 jours, c'est 800 mètres carrés qui ont été aménagés et les derniers préparatifs vont s'enchaîner. Tout à l'heure, il va attendre que ça sèche et finir relativement tard pour appliquer la dernière couche extérieure pour que demain matin on puisse faire les tracés et que le cours soit rendu aux joueuses le plus tôt possible puisqu'on a des impératifs de date qui sont incompressibles. Et pour remédier à ces contraintes, Philippe a son astuce. On a accéléré le chauffage volontairement un peu plus fort pour que les temps de séchage soient réduits puisque ces installations sont prises dans les timings de la mairie au niveau de l'utilisation des gymnases. Donc on a toujours un délai très très court pour réaliser. Pas d'inquiétude donc, tout sera prêt à temps pour que les joueuses puissent fouler le cours sans accroc.